C'est le carrefour de l'info sur Arabelle. Bonjour à tous. Vous êtes bien dans votre carrefour de l'information et nous recevons, comme chaque lundi, l'un de nos partenaires. Aujourd'hui, la revue politique pour nous intéresser à son dossier axé sur l'antiracisme. Et pour nous en parler avec nous en direct sur Zoom, Yasmine Azian et Pierre Beaulieu. Bonjour, merci d'être avec nous en direct. Bonjour. Yasmine Merci Azian, pour l'invitation. avec plaisir, Yasmina et Pierre Beaulieu de la revue politique. Alors, pour commencer, si vous le voulez bien, une toute première question. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer pourquoi le choix de ce thème par la revue et aussi nous donner, une définition de ce qu'est l'antiracisme? Ouais. Donc, on a voulu travailler sur cette thématique un peu comme de nombreuses autres revues comme Alter Echo, la revue Bipax et le CBAI aussi. Probablement parce que la manifestation en juin dernier, suite au mouvement BLM, donc Black Lives Matter, il y avait cet étonnement, cette surprise dans beaucoup de milieux de voir que, en fait, la lutte antiraciste est pas du tout abandonnée et qu'il y a une relève en fait assez impressionnante et qu'on s'attendait pas qu'elle vienne de ces milieux-là, qu'elle soit autant intergénérationnelle et qu'elle rassemble autant de personnes autour des violences policières. Donc, comme d'autres revues, on s'est intéressé à cette thématique comme ça. Et pour après définir l'antiracisme, je crois que c'est un peu tout le défi en fait, parce que l'antiracisme ça a une longue histoire et le fait d'avoir vu un nouveau public qui participait à ces manifestations, beaucoup de gens sont présentés un peu l'antiracisme comme l'ancien antiracisme et puis le nouvel antiracisme, c'est-à-dire l'ancien qui est plus l'antiracisme moral. Mm-hmm. Donc là, on est plus dans l'ordre des intentions. Oui, on y reviendra. Et puis le nouveau qui est plutôt politique, mm-hmm. et qui fait une analyse qui analyse l'antiracisme à un niveau systémique et structurel. Pierre Beaulieu, voilà. Également. À propos... Oui, allez-y, je vous en prie. Oui, c'est ça. Bien, donc, comme Yasmina l'a dit, ici, ce qui peut être considéré comme nouveau, c'est que je pense que de plus en plus de mouvements, y compris les jeunes, s'emparent la question de la narration et de la visibilité des personnes. Et donc, je pense que un des enjeux qui est soulevé dans le dossier par plusieurs auteurs, c'est notamment la visibilité des gens et des personnes qui portent la lutte antiracistes. Et on l'a vu à travers les réseaux sociaux, mais à travers l'actualité, que un grand nombre de revendications allaient vers plus de visibilité des personnes, donner la parole aux gens qui portent les luttes au quotidien, qui vivent le racisme au quotidien. Et c'est ça les enjeux. Alors chez vous, sur les médias, mais aussi dans l'espace public, quoi. Et donc la société civile l'a bien compris, notamment à Bruxelles. Et peut-être que l'un des éléments nouveaux de l'antiracisme à l'heure d'aujourd'hui, c'est la question de la visibilité des groupes les plus marginalisés et des groupes qui subissent le plus le racisme au quotidien, quoi. Alors on parle aussi de mutation de l'antiracisme. Si on veut être un peu plus concret dans le détail, Yasmine Azian et Pierre Beaulieu, quelles sont, disons, les différences fondamentales en ce qu'on appelle l'ancien et le nouvel antiracisme? En fait, j'appuie bien sur le fait que la revue politique voulait interroger ces catégories d'anciens et de nouveaux. Mm-hmm. Donc, pour répondre à cette question, il faut déjà se dire, est-ce qu'on peut vraiment parler d'anciens et de nouveaux? Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on entend par ancien et nouveau? Et en fait, comme tout, une histoire, ça évolue et l'histoire du militantisme antiraciste évolue aussi. Et donc, dans cette histoire, on voit des ruptures et des continuités, puis on voit des acteurs différents. J'ai pas envie de dire qu'il y a vraiment, que ça se distingue. Par exemple, des mouvements auto-organisés qui voulaient parler pour eux-mêmes, ça existait avant les années 2000. Après, ceci dit, on voit qu'il y a une sorte de posture plus revendicative, plus radicale de la part de nouvelles générations qui sont ici, on appelle les générations les enfants de la deuxième, la troisième génération qui sont ici en Belgique et qui se considèrent complètement légitimes et qui n'ont pas peur de taper sur la table pour se faire entendre. Mais en même temps, on pourrait faire remonter ça aux premières dites émeutes qu'il y a eu à Forêt, à Saint-Gilles, à Anderlecht dans les années 90. C'était aussi la première fois que les jeunes se sont dit, ben voilà, en fait, on ne se laisse plus faire. On est légitime et s'il le faut, on utilisera la violence.
Donc, et ça date des années 90. Est-ce que les années 90, ça fait partie de l'ancien, ça fait partie du nouveau? En fait, il y a vraiment beaucoup de catégories qui fait qu'on pourra classer ça comme dans l'ancien et le nouveau. Il y a les concepts mobilisés, il y a les modes d'action, il y a le fait que ça soit auto-organisé, le fait que ça soit plus visibilisé. Mais en fait, on voit dans les anciens, comme dans les 10 anciens, donc dans les mouvements antiracistes, dans la lutte antiraciste d'avant les années 2000, il y a des choses qu'on retrouve dans les groupes dits nouveaux d'après les années 2000. Et puis, il y a des choses qui se distinguent. Mais en fait, il n'y a pas un bloc et un autre. Une réaction. En fait, et je pense que, justement, pardon. Une réaction peut-être, Pierre Beaulieu, par rapport à ce que vient de dire Yasmine Azian. Oui, je pense elle dit déjà tout, mais je pense que ce qu'on cherche à montrer aussi dans le dossier, c'est qu'il y a en effet une continuité, il y a aussi des formes de transmission, et ce sera notamment abordé dans l'analyse et le focus fait sur des formes de mobilisation particulières, notamment celle de la diaspora marocaine. On voit que les modes d'organisation qui étaient présents dans les années 60, 70, 80, on retrouve des façons de s'organiser similaires actuellement dans les mouvements des plus jeunes notamment. Donc il y a une continuité, il y a une transmission, et ce qui change, c'est les formes de violence auxquelles font face les gens et les mouvements, et encore une fois l'attention qui leur est portée et les modes de communication qu'ils choisissent. Alors il y a la présence des réseaux sociaux à l'heure actuelle. Je reviens avec cette question aussi des formes de visibilité, par qui sont portées les luttes. Et voilà, c'est principalement là-dessus que ça peut changer, mais il y a une continuité et il y a vraiment une transmission aussi dans les mouvements, quoi. Alors, vous avez parlé de manifestations, de mouvements de ces précédentes décennies, mais il y a eu des manifestations récentes, je pense notamment aux États-Unis. Est-ce que tout cela, ces manifs, ont poussé certaines associations à parler de ce qu'on nomme comme nouvel antiracisme? Oui, certainement. Je sais pas dans quelle mesure, mais je pense vraiment que en fait, ça c'est vraiment la pointe de l'iceberg, et je pense qu'en fait, ça serait pas honnête de concevoir ça comme étant nouveau. Alors les réseaux internationaux dans la lutte antiraciste existent depuis très longtemps, et certes, maintenant il y a une plus grande visibilité, notamment grâce aux réseaux sociaux. Ça serait ne pas rendre justice vraiment à ce qui existait avant. Donc, ouais. À ce propos, il y a un article dans la revue de Jean-Paul Collayne qui explique bien que, en fait, il y a parfois en Europe, on pense que ces concepts d'intersectionnalité, de racisme, même le terme race, comme concept ou catégorie sociale, serait une importation anglo-saxonne. Et puis, il explique bien comment c'est une façon en fait de saboter ou de discréditer un concept, et qu'en fait en soi même ces concepts d'intersectionnalité sont fort imprégnés de ce qu'ils appellent aux États-Unis les French Theory. Donc c'est Derrida, Foucault, qui d'autre, Lacan, Deleuze. Donc en fait c'est pas seulement dans un sens, c'est pas seulement il y a eu des manifestations aux États-Unis, puis après il y a des associations en Belgique qui vont porter le même flambeau et puis continuer. Non, en fait, il y a des allers-retours depuis toujours. Des allers-retours autant théoriques que dans les pratiques militantes, que dans les réseaux de solidarité entre les différents continents sur la planète. Alors, il y a beaucoup d'associations qui ont vu le jour, des associations antiracistes. Est-ce qu'on peut, selon vous, les identifier comme étant de nouveaux mouvements sociaux? Pierre Beaulieu. C'est toujours délicat aussi, nouveaux mouvements sociaux. Déjà, un mouvement social, c'est quoi? Ce sont des personnes qui revendiquent un certain nombre de valeurs et de revendications, et qui suivent après des étapes pour se faire entendre et encore une fois augmenter leur visibilité dans l'optique de convaincre des gens, et notamment les femmes et les hommes politiques. Donc, je ne sais pas s'il y a des nouveaux mouvements sociaux, mais en tout cas, il y a des nouvelles formes d'action et de mise en mouvement. Et donc, notamment dans le dossier, il y aura un article qui s'intéressera à la nature de l'espace public, et donc on voit bien qu'il y a différents types de publics qui correspondent à différents types d'espaces publics, d'espaces où on peut exprimer des revendications. Et
je pense qu'il est intéressant de s'intéresser, c'est un certain nombre de personnes qui revendiquent des choses à propos du racisme appartiennent à ce qu'on pourrait appeler des mondes informels, peu visibles. Et donc, de plus en plus maintenant, il y a des jonctions qui se font entre des formes de revendication et des espaces plus institutionnalisés, donc qui sont plus visibles, plus médiatisés, et des publics, mais aussi des formes de communication et d'expression dans l'espace public plus informelles, notamment par des initiatives issues de l'éducation permanente, de l'éducation populaire, donc dans les quartiers, et aussi la pratique artistique, par le rap, le slam par exemple. Et donc il y a des jonctions qui se font. Et c'est ça, je pense, qui est intéressant à l'heure actuelle, notamment de s'intéresser. C'est comment on peut décloisonner les luttes et comment les luttes d'elles-mêmes tendent à se décloisonner. L'enjeu se situe peut-être en partie à ce niveau-là, quoi. Yasmine Azian, vous partagez l'avis de Pierre Beaulieu ? Oui, tout à fait. Je pense que, en fait, c'est vraiment très, très important de réaliser que, aujourd'hui, comme dans quels que soient les types de lutte antiracistes, en fait, les associations sont généralement construites dans une perspective aussi d'accès à la culture, de valorisation de la culture. Et ça, en fait, que ça soit les anciens ou que ça soit les nouveaux, on va toujours retrouver des moments avec des concerts, avec des conférences sur l'histoire des différents groupes. Et je pense que, vraiment, et ça, c'est vraiment en fait, la plupart des associations ne se disent pas avant tout antiracistes. Généralement, elles ont d'autres priorités et l'antiracisme fait partie de leur ADN dans le sens où elles critiquent le racisme ou elles s'emploient aussi à lutter contre les discriminations issues du racisme. Mais c'est pas spécialement la première étiquette. Alors, on entend... Là, peut-être c'est peut-être une différence. Oui. C'est peut-être, pardon, là, peut-être c'est vraiment une grosse différence entre l'ancien et le nouveau, où en fait, ce qu'on pourrait appeler l'antiracisme institutionnel qui vient des partis, des syndicats, et puis les autres antiracismes qui sont auto-organisés et alors là, qui se focalisent autant sur la culture que sur la lutte antiraciste. Alors, dans ce dossier axé sur l'antiracisme de la revue politique, on entend vous parler d'associations universalistes, anciens, blancs. Est-ce que, selon vous, ces associations peuvent parler de ces sujets, justement ? Ah ben évidemment, évidemment, il ne s'agit pas du tout ici de dire qui est plus légitime de parler. Par contre, c'est clair qu'il faut que l'expérience du racisme est un élément très important pour déconstruire le racisme ou pour lutter contre le racisme. Donc, on ne peut pas faire fi de l'expérience du racisme. Elle doit être entendue. Mais ça ne veut pas dire que celui ou celle qui n'a pas vécu le racisme n'est pas légitime pour en parler. Mais il doit prendre en compte ses voix. Il peut pas. C'est vraiment très important. Pierre Beaulieu ? D'un point de vue scientifique, ouais. Oui, et je pense que ça renvoie aussi à la dimension politique, peut-être quand on fait une distinction entre des formes de narration, de commentaires du racisme et de mise en avant des phénomènes liés au racisme de type universel ou de type politique, c'est finalement comment est-ce qu'on nomme les rapports de force, comment est-ce qu'on nomme les rapports de domination. Donc moi, regardez, je suis un jeune homme blanc, qui a un parcours de vie particulier, par ailleurs très multiculturel, mais je ne suis pas une minorité subissant le racisme ici en Belgique, mais moi-même j'en parle et je le commente dans différentes activités. Mais est-ce que on est d'accord de nommer les rapports de force, les rapports de domination et de ne pas les gommer, en fait, quand on parle du racisme. Et donc, finalement, ce qui pourrait rassembler les gens dans leur commentaire du racisme, qu'ils soient issus de minorités ou de communautés qui subissent au quotidien et qui vivent, qui expérimentent, comme l'a dit Yasmina, au quotidien le racisme, ou non, eh bien, c'est finalement ça qui pourrait rassembler en premier lieu les personnes. C'est cette dimension politique. Donc, est-ce qu'on est d'accord de nommer les acteurs ? Est-ce qu'on est d'accord de nommer les rapports de force, la violence subie, de la comprendre et d'oser en parler publiquement ? Et de donner la parole suffisamment aux personnes, en effet, qui le vivent au quotidien et qui sont par ailleurs
peut-être pas assez ou pas toujours assez représentés dans les espaces publics et dans les espaces médiatiques ou les espaces scientifiques par ailleurs. Voilà, pardon, avant de refermer notre entretien et en faisant le relais par rapport à ce que vous venez de dire, je voudrais m'arrêter un instant sur une réflexion d'Henry Goldman, pour qui la lutte contre le racisme doit reconnaître la primauté de la parole, de l'action des personnes qui en sont victimes. Votre avis, Yasmine Azian? Ben oui, non, mais enfin, reconnaître la primauté, enfin, ça dépend c'est pas parce qu'on a une expérience du racisme qu'on peut avoir une bonne analyse politique du racisme. Donc, évidemment, il s'agit pas seulement du vécu, il s'agit de la façon dont on articule le vécu et la place que le vécu a dans la déconstruction du racisme. Donc, c'est ce que je disais. Donc, effectivement, c'est très important, quel que soit son propre parcours, c'est très important de reconnaître le vécu. Parce que, comme dans n'importe quel phénomène, si on n'entend pas la voix des concernés, c'est difficile de lutter contre les mécanismes. Parce qu'il y a énormément de choses quand on n'est pas concerné, qu'on ne voit pas. Ça fait partie de... C'est intrinsèque à la société, donc on s'en rend même pas compte. Surtout, dans le cas des racismes, on se rend même pas compte des mécanismes racistes qu'il y a au sein de chaque personne. Et d'ailleurs, par rapport à ça, on parle de plus en plus de critique du racisme plutôt que d'antiracisme, pour dire que on admet aujourd'hui que le racisme est présent partout et que ça serait peut-être un peu utopiste de dire on va juste l'annihiler. Par contre, c'est important de l'observer et puis de lutter contre les formes de racisme qui s'expriment. Et donc, je pense que c'est ça. Donc, c'est important de prendre en compte l'expérience pour pouvoir mieux lutter contre, mais en même temps, c'est pas l'expérience par elle-même qui permet d'effacer tout rapport de domination sur base raciale. Voilà, on arrive tout doucement à la fin de notre entretien. Peut-être un dernier mot en guise de conclusion, un message à faire passer pour sensibiliser un peu plus nos auditeurs à cette problématique, Yasmine Azian et Pierre Beaulieu. Pierre ? Non, mais je vais te laisser le mot de la fin, Yasmina qui est la coordinatrice du dossier par ailleurs. Écoutez, achetez le dossier, ce sera intéressant, et puis on espère pouvoir, avec politique, quand le Covid reculera et quand la situation actuelle le permettra d'autant plus, de pouvoir créer des espaces de débat aussi après la lecture de ce dossier-là. Donc, allez acheter le dossier, il y a plusieurs avis qui y sont présents. Ça répond en partie ça lance la réflexion pour répondre en partie à certaines questions actuelles autour des formes des luttes antiracistes. Donc, n'hésitez pas. Yasmina ? Ouais. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment un dossier un peu explorateur. Donc, on essaie d'aborder plusieurs questions et justement de remettre en question l'ancien et le nouveau, parce que je pense qu'il sert certaines narrations et puis peut-être en défaveur de certains groupes et au bénéfice d'autres, et que c'est vraiment important de les déconstruire. Et puis on parle autant, il y a une partie qui parle de la catégorie de race, une autre de la dimension culturelle dans les milieux antiracistes, puis deux articles un peu plus historiques sur des associations issues de l'immigration marocaine, donc à savoir le Rassemblement démocratique marocain et puis la jeunesse maghrébine, donc vraiment dans le tournant des années 70-80. Et puis, évidemment, une dernière partie sur les violences policières. Et donc, évidemment, c'est pas, on clôture aucun sujet, on donne pas de réponse prédéfinie, mais ça serait génial, que la réflexion se poursuive et puis que oui, c'est important qu'on continue à se politiser si on veut travailler sur ces questions-là, et changer justement, essayer de changer. Voilà. Si je peux peut-être rajouter encore quelque chose 10 secondes, ce qui est intéressant dans ce dossier, c'est qu'il est représentatif des gens et des mouvements. Parce que moi, j'ai apprécié y participer parce qu'il y avait des personnes vraiment différentes au niveau générationnel. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des gens issus de parcours sociaux et d'origines assez différentes aussi, d'origine professionnelle, de domaines, de sensibilités différentes. Et donc, c'est assez intéressant parce qu'il y a vraiment des avis différents et des vécus différents, des approches différentes qui seront représentées dans le dossier, quoi. Voilà.
Voilà, Pierre Beaulieu, Yasmine Azian, je rappelle que vous êtes de la Revue Politique. Merci pour vos analyses consacrées sur ce dossier axé sur l'antiracisme. Merci d'avoir été avec nous en direct. Merci à vous. Et aussi, le dossier est en pré-vente à partir de la semaine prochaine. Voilà, vous avez donc tous les détails. Merci encore. Et on se retrouve dans quelques instants pour votre Carrefour de l'info. À bientôt pour Merci, au revoir pour l'essentiel de l'actualité bruxelloise. À tout de suite.